3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? C'est mercredi que vous connaissez très bien maintenant, c'est devenu une tradition, c'est le jour des best-of de live Twitch en mode Crystal Ball. Mais avant de partir là-dessus, encore une fois, faut que je vous montre mon nouveau t-shirt, le t-shirt de Jason Tatum, un joueur qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui, et dont on va peut-être bien parler tout à l'heure. Et ouais, il vient des frérots de Derby Ball, un sponsor qui nous fait confiance sur la chaîne depuis un petit moment déjà, et qu'il faut remercier fort. Derby Ball, si vous ne connaissez pas encore, ce qui m'étonnerait quand même grandement, c'est une marque qui propose des produits super originaux et super qualitatifs. Il y a des t-shirts, il y a des sweats, il y a des coques de téléphone, il y a des survêtements, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, c'est propre, ça taille bien, ça tient bien au lavage, qu'est-ce que vous voulez de plus? Eh bien je sais ce que vous voulez de plus, ce que vous voulez c'est du choix, et Derby Ball là-dessus c'est des monstres, il y a plus de 500 références, des joueurs actuels comme du passé, faites-vous plaisir, il y a de quoi. Donc je vous invite vraiment à aller sur le site, et de trouver votre bonheur, ça soutiendra la chaîne en plus, parce que je vais vous faire croquer avec le code promo le 6ème homme qui offrira 10% de réduction sur votre commande. Regardez-moi encore ce t-shirt, ça vaut le coup n'est-ce pas? C'est vraiment Noël en été là en ce moment. Mais bref, Derby Ball, ça a beau être très cool, si vous êtes là, c'est plutôt pour qu'on parle du MVP de ces playoffs, enfin de ce début de playoffs, des 2 premiers tours. Je vous explique un petit peu comment j'ai fait mes sélections juste après, alors on ne perd pas plus de temps, c'est parti! Quel est le MVP des playoffs à ce jour? Alors aujourd'hui, ensemble, on va élire le MVP de ce début de playoff. En fait, là, on arrive à la fin du 2e tour, et je trouve que c'est le moment parfait pour parler de ça, parce que après, vous le savez sûrement si vous avez suivi l'actualité, il y a des nouveaux trophées qui ont été inventés, parce que maintenant, il n'y a plus seulement le MVP des finales qui va être décerné, il y a aussi le MVP de chaque finale de conférence, à l'Est comme à l'Ouest. Du coup, moi je me suis dit, ça y est, on va avoir des MVP des finales de conférence à chaque fois, un MVP des finales, sauf que personne ne va parler des joueurs des 2 premiers tours, donc moi je me dis, on va rajouter un petit trophée, et ensemble, en fonction des 2 premiers tours, on va élire le MVP des playoffs. J'ai voulu vous choisir 6 candidats, vous savez, hein, c'est mon chiffre, le 6, le 6ème homme, donc à chaque fois, moi, qu'on fait un sujet comme ça, je vous présente 6 candidats, et ça n'a pas été simple, parce qu'il y avait beaucoup de critères à prendre en compte. J'ai un petit peu galéré à les trouver, les 6 candidats, donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai privilégié, c'est important. Forcément, j'ai privilégié les équipes qui ont gagné, qui au moins sont allées au second tour, ça me paraissait essentiel. Par exemple, enfin une équipe qui... Il y a eu des très bons joueurs hein, qui au premier tour, mais un joueur qui passe même pas au second tour, j'ai du mal à l'imaginer MVP, donc vraiment j'ai privilégié ces gars-là. Et il faut savoir que j'ai pas voulu non plus mettre de lieutenant de luxe, c'est un vrai choix. Parce que je me dis que si t'es pas le meilleur joueur de ta team, eh bien c'est difficile d'être dans la course pour le MVP des playoffs. Du coup, avant de commencer, moi je tenais à faire des grosses mentions, des gros big up à tous ces méga lieutenants de luxe hein, qui font des playoffs fabuleux. Là je pense à Jalen Brunson, à Jalen Brown, à Jordan Poole, ou même à Jrue Holiday, pourquoi pas, qui tous ont connu de très bons moments, et croyez pas que je vais leur manquer de respect, parce que certains font des playoffs vraiment fabuleux, mais je me dis, ça... Je veux vraiment mettre les options 1 et ceux par qui le jeu passe dans leur équipe quand on parle du MVP, parce que ces options 1 en plus elles ont quelque chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est que généralement elles subissent une défense qui est encore plus forte que celle des lieutenants. Donc voilà, c'est un choix, il n'y aura pas 2 joueurs de la même équipe dans mes 6 sélections, ça faisait partie de mes critères, je voulais prendre au maximum un seul joueur par équipe. Et je dois l'avouer aussi, vu que j'ai beaucoup galéré dans mes choix, que j'ai eu plein d'hésitations, que j'ai changé d'avis un paquet de fois, et bien ajouter ce critère, ça facilitait un peu. Et encore, malgré ça, ça a été compliqué de faire cette sélection de 6. Pour être honnête, j'en avais quasiment 5 obvious, non, après j'en avais 6 aussi, mais ça a bougé, parce que forcément d'une nuit sur l'autre, ça peut changer. J'ai beaucoup hésité pour un ou 2, mais il a fallu que je me mouille. Je vous l'ai dit, hein, j'ai changé d'avis tout plein de fois, mais après réflexion, je me suis dit, allez, je me pose ce matin, stop, j'ai choisi mes 6 lauréats, j'ai pris en compte notamment les perfs individuels, c'est normal, mais aussi les bilans collectifs. Et là, mon but aujourd'hui, ça va être de vous les présenter, de parler de leurs playoffs. Et une fois qu'on aura fait ça, vous allez voter, vous, pour me dire si selon vous, c'est un vrai prétendant au MVP ou pas. Et à la fin, tout simplement, sera celui qui aura le meilleur pourcentage, on l'élira MVP de ces playoffs, et il obtiendra ce titre honorifique qu'on donne sur cette chaîne. Et mon premier candidat pour ce trophée de MVP des playoffs, c'est Giannis Antetokounmpo. Donc vous voyez, à chaque fois, je vous ai mis les stats en playoffs, hein, c'est vraiment les stats en playoffs de cette année. Et Giannis, ok, il a pas eu le MVP de la saison, mais en playoff, il montre un niveau extraordinaire, et il montre qu'il est peut-être le joueur le plus dominant ou le plus régulier de la ligue sur cette post-season. C'est un gars qui est
qui est vraiment inarrêtable lorsqu'il approche de la peinture. C'est un joueur face à qui il faut faire des ajustements constants, tout le temps, et encore plus maintenant, je trouve, cette saison, maintenant qu'il a développé son jumper. En fait, on se rend compte, quand il a la balle, qu'il n'y a rien à faire ou presque contre lui, parce que même à 3 points, maintenant, il met les shoots quand ça compte, notamment dans le money time, moi il me surprend, et je trouve ça assez exceptionnel. Là, on a vu que Boston a fermé la peinture, et ils ont très très bien défendu sur Giannis Antetokounmpo, big up pour Al Horford, et ça s'est vu, les pourcentages de Giannis ont vraiment baissé, c'est vraiment grosse défense de Al Horford, et même des autres intérieurs des Celtics, et pourtant, malgré les pourcentages qui ont baissé, il a trouvé le moyen d'être efficace. Dans les premiers matchs du deuxième tour, il arrivait à fixer tout le monde, il arrivait à ressortir les ballons, il faisait des passes sur les shooters, et ça fonctionnait autrement à Milwaukee, parce que le jeu, même si la raquette était fermée, passait toujours par Giannis Antetokounmpo. Et au fur et à mesure de la série, en plus de ça, il s'est adapté, il a compris comment défendait Al Horford, il a trouvé de nouveaux angles, il arrivait à mieux contourner la défense des Celtics, et il est arrivé à conclure, à aller au cercle, à mettre des dunks, à essayer de mettre des petits lay-ups dans des angles ultra fermés, pour finalement dépasser régulièrement les 40 points. Et ça, c'est un truc de fou. Après, il y a bien sûr le jeu en contre-attaque de Giannis, j'en parle même pas, tellement il est capable de remonter le terrain en 3 foulées. C'est un monstre, là encore, dans ce domaine. Et il a ce côté où tu te dis, qu'est-ce que tu peux faire contre le Greek Freak. Le seul truc, peut-être, là, c'est la meilleure technique, c'est de se jeter par terre pour provoquer des passages en force qui t'a floppé un peu comme l'a fait Marcus Smart, notamment, ou Grant Williams de temps en temps. C'est malin, s'il n'y a pas d'abus, c'est malin, et parfois ça marche. Et le problème, c'est que c'est le flopping, tu te rends compte que c'est peut-être la meilleure technique pour l'arrêter, et c'est un petit peu triste. Son jeu, c'est peut-être pas le plus esthétique, et encore, parce que y a des gens qui disent qu'il joue beaucoup sur sa puissance, ou qu'il joue que sur sa puissance. Moi je dirais, oui, il joue beaucoup sur sa puissance, mais que sur sa puissance, je suis pas d'accord. C'est loin d'être un joueur qui va tout droit, comme on l'entendait il y a quelques années. Il a un excellent footwork, il a des gros spin moves, il peut placer des Eurostep dans la raquette avec 3 mètres sur chaque pas, c'est complètement hallucinant, et en fait on se rend compte qu'il a vraiment tout plein de moyens de s'approcher du panier. C'est un casse-tête pour toutes les défenses. Après on peut aussi parler des lancers francs, parce que c'était un petit peu son talon d'Achille. Il est toujours pas hyper adroit, c'est sûr, mais c'est beaucoup moins une faille qu'avant. Tu peux plus faire de hack maintenant au lancer franc. 67,9%, c'est loin d'être bon, mais c'est loin d'être catastrophique. Et Giannis Antetokounmpo, plus ça va, je trouve, et moins il a de failles. Sachant que j'ai même pas parlé de la défense, parce que de l'autre côté du terrain, il est super impactant. C'est un excellent rebondeur, un excellent défenseur, qui met des contres, qui reste vraiment devant son vis-à-vis. Il utilise encore une fois ses appuis, sa mobilité, sa vitesse, sa puissance, son envergure. Tous les outils, il les a. Et il a fait ça de main de maître depuis le début des playoffs. Seul petit truc, son match 7, où il a semblé clairement épuisé, parce qu'il a porté les Bucks du début à la fin, jusqu'à l'élimination. Et ce match 7, où ils ont été éliminés, il a raté des petits tirs qu'il met d'habitude, Giannis. Il a fini à 10 sur 26, on n'a pas l'habitude qu'il shoot si mal, mais moi je veux vraiment mettre l'excuse de la fatigue sur son dos. Il a quand même fait un bon match, mine de rien, 25 points, 20 rebonds, 9 passes décisives malgré la défaite. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient passer à côté de leur match comme ça, mettre plus de 20 points, 20 rebonds, c'est quand même pas mal. Surtout quand tu mets 9 passes. Si on fait le bilan depuis le début, Giannis, c'est tout simplement le meilleur scoreur des playoffs, le deuxième meilleur rebondeur des playoffs, donc évidemment, même s'il a été éliminé, c'est un vrai candidat pour le trophée de MVP des playoffs à ce jour. Mon deuxième candidat, vous le voyez sur le visuel, c'est Jimmy Butler. Et quoi de mieux en vrai que de voir le Jimmy Butler des playoffs. Perso, moi j'adore à chaque fois le voir arriver dans ce moment-là de l'année, le moment le plus important où il pète tout. Il donne l'impression d'être tout le temps un peu en cruise control toute la saison. Il joue tranquillement, il est là quand il faut, il est là pour gagner plus tard. Il sait très bien que la saison c'est pas le plus important, que c'est long et que ça fait 82 matchs et qu'en playoff il est capable de tout exploser parce que quand arrive ce moment justement primordial de la saison, il a ce côté Jimmy Butler où il réveille la bête carrément. Ça avait déjà été le cas dans la bulle en 2020 et quand on le voit comme ça, moi je suis fan. Quelle mentalité, quelle hargne et quel niveau, mais des deux côtés du terrain en plus, je trouve ça fou. C'est le genre de mec qui en saison régulière, on l'oublie un peu son niveau. Il est pas forcément considéré comme une superstar, il est considéré comme un franchise player, même si son équipe est numéro 1 de la ligue, mais on le considère pas comme une superstar. Et pourtant en playoff, il arrive et il assume ce statut de méga star, de super méga star, sans bégayer. En fait là, depuis le début de ses playoffs, il porte le 8, il a un Kyle Lowry qui est sur une jambe qui joue un match sur 2, il y a des gars comme Tyler Hero et Bam Adebayo qui ont fait des bons matchs mais qui sont sur courant alternatif, et là Jimmy Butler, lui, il est tout le temps là, vraiment il est tout le temps là, et malgré tous ces joueurs qui sont irréguliers, on a Miami qui s'est qualifié en finale de conférence à l'Est sans vraiment jamais douter, sans vraiment jamais hésiter, ou voilà, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas connu vraiment de difficultés, même quand Philadelphie est revenu à 2-2, ils ont gagné le match 5 chez eux, et tranquillement, ils étaient vraiment en contrôle.
et j'ai envie de dire merci à Jimmy Butler pour ça, enfin pour les fans de Miami en tout cas, moi j'aurais du mal à lui dire merci, je veux plutôt dire bravo à Jimmy Butler pour ça. En fait son jeu, si on parle de son jeu, je trouve que offensivement c'est vraiment super propre, c'est vraiment super juste, il arrive tout le temps à faire le bon choix, la bonne décision entre scorer et faire la passe, parce que quand Miami aura besoin de ses points, quand ça galère un petit peu offensivement, ben là il sera capable d'aller chercher ses spots, il ira en drive, il partira en transition, il pourra jouer en post-up aussi, il est très bon dos au panier, il a de super appuis, il peut même mettre les tirs à 3 points ouverts quand tu le respectes pas assez, et encore plus quand c'est important. Plus c'est important, de toute façon, plus il va mettre ses shoots. Et c'est ça qui est très fort avec Jimmy Butler. Mais en contrepartie, quand il a des coéquipiers qui sont chauds, ça peut être Max Strus, ça peut être Tyler Hero, ça peut être Bam Adebayo, ça peut être PJ Tucker là dans son corner comme habituellement, et ben Butler sera identifier ses coéquipiers chauds et les trouver à chaque fois pile au bon endroit, pile dans le bon timing, tout en ayant en plus fixé la défense au préalable pour les libérer encore plus, et je trouve ça balèze, justement, prendre cette bonne décision, ce niveau offensif qui nous montre en play-off, là, Jimmy Butler, ben je respecte énormément. Surtout que, comme on l'a dit, c'est pas tout, il est bon des deux côtés du terrain, et en défense également, c'est une teigne. À votre avis, pourquoi Trae Young et James Harden ont tant galéré face au Heat ? Je veux pas du tout enlever de crédit à Gabe Vincent, qui fait un excellent boulot comme défenseur des arrières adverses. En play-off, là, franchement, il me surprend pour sa défense et pour la hargne qui monte et pour la science défensive qu'il a. Ce côté harceleur, j'aime beaucoup chez Gabe Vincent. Mais il faut aussi se rendre compte que à chaque fois, après un pic, ou lorsqu'il y a une situation dangereuse, on a un Jimmy Butler qui est jamais avare en effort, qui va se bouger, qui va aller aider Vincent, qui va faire la prise à deux, qui va fermer le gars et qui va vraiment mettre la panique. Et c'est pour ça aussi que Trae Young et James Harden, ils ont complètement été étouffés. En fait, c'est tout simplement le meilleur intercepteur des playoffs, ça compte. Quand il va fermer, là, justement, il va mettre le porteur de ballon en difficulté, il va toujours avoir la petite mimine qui traîne, et il va récupérer la balle pour son équipe, pour Miami, sans parler de comment il se place sur les lignes de passe pour fuser en contre-attaque. Moi, franchement, j'adore. On a un ailier qui est un super bosseur, qui veut qu'une seule chose dans la vie, c'est gagner. Et là, avec tout le travail qu'il a mis en place, toute l'alchimie qu'il a pu créer avec ses coéquipiers, ça lui donne une méga confiance en lui, mais aussi une méga confiance en les autres, et ça le porte mais vers des sommets. Les money time avec Butler, c'est souvent des dingueries. Il arrive à créer un chaos pas possible dans les défenses adverses, il arrive à accéder au cercle à peu près comme il veut, et il finit tout en touché avec des personnages qui sont des pourcentages qui sont incroyables dans la peinture. Il a plus de 70% de réussite. S'il veut, il ira poser des dunks si besoin. En fait, là, j'ai l'impression qu'il est plus fit et plus volontaire que jamais. Ça reste toujours aussi un expert pour provoquer des fautes, qui va plus de 8 fois par match sur la ligne, tout ça c'est fort aussi. J'ai juste l'impression que pour que Jimmy Butler montre son meilleur visage, il a juste besoin du plus haut niveau de compétition possible, et ça tombe bien, les playoffs NBA, plus les tours avancent, et plus on a un haut niveau de compétition, donc plus on voit un Jimmy Butler impressionnant. Jusque là, sa meilleure campagne de post-season, faut savoir qu'elle était en dessous de 23 points par match, là il est presque à 29 points par match, c'est juste fou, il a déjà fait 2 perfs à 40 points ou plus, avec une pointe à 45 points, en ce moment j'ai l'impression qu'il est juste au sommet de son art. J'ai toujours aimé Jimmy Butler, mais je l'ai jamais vu aussi fort qu'en ce moment. Il veut gagner comme jamais, il fait tout pour, c'est tout à son honneur vraiment, et ça me semble une évidence de le mettre parmi mes candidats au MVP. Alors mon troisième candidat, c'est Stephen Curry. Et c'est vrai que par rapport aux deux premiers candidats, je trouve que depuis le début des playoffs, on parle peu de Stephen Curry. Et même à Golden State, là je parlais de l'ensemble de la ligue, mais même dans l'équipe des Warriors, on parle pas mal de Jordan Poole, on parle de ses grosses perfs, on parle des gros shoots de Klay, de son irrégularité aussi, de la défense de Draymond Green, de sa polyvalence, de ses punchlines aussi, de la polyvalence pareil de Andrew Wiggins, qui fait plein de petites choses et qui assure dans le travail de l'ombre, des absences de Steve Kerr et de son remplacement un peu compliqué par Mike Brown, et avec tout ça, on en oublie un petit peu Stephen Curry, qui pourtant, à mes yeux, c'est quand même toujours le meilleur joueur de ces Warriors. Peut-être que les 4 matchs qu'il a passés en sortie de banc au début des playoffs, parce qu'il revenait de blessure, avec des minutes qui ont augmenté au fur et à mesure, sont responsables de ça. Pourtant, dans son rôle de 6ème homme, là, dans ce début de playoffs, pendant ces 4 matchs, au premier tour, il a méchamment assuré. Des 6e hommes comme ça, bon après, il avait un temps de jeu de titulaire, mais qui tourne à plus de 27 points de moyenne sur 4 matchs, c'est quand même sacrément lourd. Le seul truc qu'on peut lui reprocher, à mon avis, dans cette post-season, je le voyais déjà dans le chat, certains disent il a pas été ouf, Stephen Curry. Franchement, moi je trouve qu'à part son match 5 face à Memphis, ou peut-être qu'il s'est peut-être un peu vu trop vite qualifié avec son whoop that trick en début de match. Ceux qui connaissent pas l'histoire, il y a une journaliste qui lui a demandé quel était le plan de jeu des Warriors pour le match 5 face aux Grizzlies quand ils jouaient à Memphis. Lui, il a dit whoop that trick, qui est le slogan un petit peu, la chanson qui est jouée au temps mort à Memphis, qui veut dire bottons-leur le cul. Et ça, peut-être qu'il s'est un peu vu trop vite qualifié, parce que finalement dans ce match-là, ce sont les Warriors qui se sont pris une méga déculottée
culotté. Curry n'a mis que 14 points, ça fait pas beaucoup, mais après voilà, il a joué que 25 minutes parce qu'au bout de 3 quarts temps, le match était déjà plié. Voilà, c'est le seul truc qu'on peut lui reprocher à mon avis, ce petit péché d'orgueil lors du match 5. Mais bon, après il s'est quand même rattrapé, le match suivant il met 29 points, il obtient la qualification, et franchement, je trouve qu'il a des chiffres qui restent très bons, qui sont déjà méchamment bons, et pourtant, je trouve que Golden State, des fois, l'utilise pas assez en début de match, notamment en ISO, notamment dans la création. En fait, j'ai trouvé une stat assez intéressante. On voit que son usage rate, il est autour de 25-27% dans les 3 premiers quarts-temps, donc c'est son taux d'utilisation, c'est le temps où il porte la balle en gros, et dans les derniers quarts-temps, cet usage rate passe à 40%, donc la différence est vraiment flagrante. Après, c'est pas si grave, je me dis, parce que c'est aussi le jeu des Warriors et de Curry d'essayer d'utiliser un maximum d'armes différentes pour gagner et pour perdre un petit peu les défenses. Lui, il attend le moment le plus important, les moments clutch pour sortir de sa boîte, parce que souvent sur les débuts de match, on le voit, il privilégie le catch and shoot et laisse la balle un petit peu plus à des Jordan Poole ou à des Draymond Green, pendant que lui, il va se démarquer en prenant les écrans, et ça permet au ballon de bien circuler aussi, ça permet à toute l'équipe de trouver son tempo, et par contre, quand ça compte dans les 4e quart-temps, là, il va beaucoup plus jouer en ISO, et dans ce domaine c'est un expert, et je trouve que c'est pas si bête finalement, parce qu'il pourrait se cramer en jouant en ISO tout le match, et là il le fait vraiment quand il faut, et je trouve ça très intelligent, et quand on voit qu'il marque 1,25 points par possession en ISO, on se rend compte qu'il y a un ratio qui est ouf. Moi j'ai vu une stat qui était intéressante par exemple, c'était, et c'est fou hein, quand on voit le niveau des deux joueurs, et j'adore pourtant Tyrese Maxey, mais Tyrese Maxey sur ses playoffs a été beaucoup plus utilisé en ISO qu'un Stephen Curry, donc il y a de quoi réfléchir quand on se dit ça, mais ça montre que justement Curry il s'est joué des deux façons, il peut briller autrement qu'en gardant la balle, et peut-être que ça fait qu'il est un poil plus dans l'ombre que certains des joueurs qu'on a étudiés avant qui eux portent beaucoup la balle, mais pendant ce temps les Warriors gagnent, c'est utilisé à bon escient et ça me va. Je trouve que c'est très intelligent dans la façon soit de Kerr d'utiliser Curry, soit Curry de décider de jouer comme ça. Si on regarde ses pourcentages, c'est très bon, et cette alternance avec un Curry qui brille finalement dans tous les secteurs offensifs, qui prend feu en isolation sur les fins de match, comme on vient de le dire, et bien ça fait que les défenses savent jamais où donner de la tête, parce que Curry il peut se démarquer, il peut créer, il peut faire des passes, ça peut être un Jordan Poole qui va marquer, ça peut être un Wiggins, ça peut être un Clay, et même de temps en temps un Draymond Green, ça complique encore le travail des défenses plutôt que si tout passait par Curry. Voir qu'il tourne à de très bons chiffres quand même, hein, quasiment 27 points par match, alors qu'il pourrait avoir bien plus la gonfle, moi je trouve que c'est quand même parlant et c'est intéressant. Ça montre à quel point il est très à l'aise dans son rôle, qu'il maîtrise tous les éléments qu'il faut maîtriser pour gagner des matchs, et comme je le dis, mis à part ce match 5 face aux Grizzlies, il est d'une constance incroyable depuis le début des playoffs. Il devient même essentiel en défense, il se cache pas dans les moments décisifs. Ja Morant lors du match 1 là, qui s'est fait contrer par Curry, je pense qu'il s'en rappelle de ça. Non, il a vraiment un impact indispensable pour Golden State. Et oui, Curry, même si il déçoit certains, je l'ai vu dans le chat, non, pour moi c'est quand même un candidat obvious pour le trophée de MVP de ces playoffs si on en garde 6. Mon candidat numéro 4, il fallait bien qu'il arrive celui-là, tout le monde l'attendait dans le chat, c'est Magic Luka. Et si certains, comme Stephen Curry, sont peut-être un petit peu dans l'ombre depuis le début des playoffs, lui, c'est pas son cas. Il a été absent pour les 3 premiers matchs du premier tour, avec une blessure au mollet, et d'ailleurs on a un Jalen Brunson qui m'a beaucoup plu, qui a très bien pris le relais, presque il aurait pu être dans les candidats au MVP, Jalen Brunson, mais bon, j'avais cette règle de pas en prendre 2 par équipe, mais voilà, on va reparler de Luka Doncic, et quand il est revenu de sa blessure au mollet, son niveau de jeu a vraiment monté crescendo. Sur 10 matchs qu'il a joué là en playoff, 6 fois il a mis 30 points ou plus, il est jamais descendu sous les 24 et il a même atteint les 45. C'est un truc de vraiment de grand dingo. Là au bout de 2 tours en fait, il n'y a plus rien à dire, c'est juste un monstre Luka Doncic. Pourtant, si je suis vraiment honnête, totalement honnête, il y a des moments où j'ai eu quelques doutes à son sujet. Des fois je me disais que plus il performait individuellement, et moins Dallas s'octroyait de chances pour gagner. D'autres fois aussi, défensivement, moi il m'a fait peur, parce qu'il s'est fait cibler par les Suns, il était à la rue et ça aidait pas. Si on reprend la série face à Phoenix, là les 2 premiers matchs sont de bons exemples. Il met 82 points en 2 matchs, mais son équipe perd, alors qu'il met 82 points en 2 matchs, je crois qu'il fait 35 et 45 de mémoire, et en attendant, on a Chris Paul et Devin Booker qui l'ont ciblé, qui l'ont attaqué pendant tout le match, et qui se sont régalés à lui tirer sur la tronche. Sauf que depuis, il a su s'ajuster, Jason Kidd aussi a su s'ajuster, donc bravo à eux deux, il a envoyé Finney Smith et Bullock pour l'aider notamment, avec une shell defense qui marche très très bien, et Doncic est meilleur dans cette shell defense, et ça lui a permis de corriger le tir en attaque comme en défense, et il a pris encore une autre dimension. Et peut-être aussi que le trash talk de Devin Booker, faut qu'on en parle, ça l'a motivé sévèrement. Et puis là, voilà, sur les derniers matchs, et encore plus le match 7, qui a eu lieu dimanche soir, le plus important de sa carrière, je pense tout simplement. Il a déjà fait un match 7 l'année dernière face aux Clippers, mais là c'était un match 7 au deuxième tour face aux Suns, qui en plus de ça avait le meilleur bilan de la ligue, donc vraiment de quoi être motivé à 100%, à 1000% même, il y avait plus rien à dire. Il avait une facilité pour mettre des paniers
qui était complètement insolente. Tour à tour, c'est lui qui a ciblé des joueurs adverses. Un coup c'était Chris Paul, un coup c'était DeAndre Ayton, et en fait il leur a tout fait. Il a fait des step back, des mid range, il a joué au poste, même Ayton, il a posté Ayton, c'est fou. Il a fait des pénétrations, il a envoyé des flotteurs. Il a montré juste qu'il avait un bagage incroyable de scoreur et il est devenu complètement inarrêtable. Et puis c'est pas tout, parce que quand les gars comme Dorian Finney-Smith, Bullock, Kleber, Bertans, Brunson ou Dinwiddie prenaient feu, et Luka, sur les derniers matchs en tout cas, il a pas du tout hésité à leur donner le ballon et a plus alterné que d'autres fois. En fait, c'est le match 5 qui m'a un petit peu déçu. C'est ça, parce qu'il y a eu 2-2 et ensuite le 5e match est gagné par les Suns. Le match 5 m'a un petit peu déçu parce que Luka a été bon, Brunson a été bon, mais sauf que c'était de l'ISO un petit peu tour à tour. Et là, j'ai pas trouvé qu'il a bien fait circuler la balle. Mais dans les 4 victoires des Mavs, il a su aussi participer à ça et trouver le mec chaud pour lui donner la gonfle. Et ça, je pense que c'est essentiel pour que les Mavericks puissent viser la win. Donc bien sûr que lui, Doncic, c'est un joueur spécial qui joue très peu sans la balle, qui peut même être un peu stagnant, en tout cas rester planté quand il a pas le ballon, et c'est pour ça qu'il l'apporte beaucoup. Mais quand j'entends dire qu'il joue perso, je suis pas tout à fait d'accord. Je dirais plutôt qu'il assume ses responsabilités du mieux qu'il peut, même si clairement son nombre de passes décisives en playoff a un petit peu baissé, 6,6, il nous a habitué à mieux, mais c'est aussi qu'il essaye de fournir au maximum, quand il peut, ce dont l'équipe a besoin. Des fois ça marche, d'autres fois ça marche moins. Ce qui se passe, c'est que souvent, quand Dallas est mené au score, il prend le match à son compte, et parce que c'est peut-être la meilleure solution possible, même si des fois ça amplifie l'écart. Par contre, ce que je retiendrai aussi, c'est que quand il faudra scorer, il sera là. Puis quand je vois ses pourcentages au tir de toute façon, et la difficulté des shoots qu'il prend, je me dis que ça ira. Doncic, il a l'air fait, il est fabriqué, il est construit pour tous ces grands moments. C'est là qu'il brille dans les matchs décisifs, qui montre le meilleur de lui-même, et encore plus quand il s'est fait chambrer par des adversaires ou critiqué par le public ou les médias. Là, il devient phénoménal, quoi. Donc ok, il a montré quelques faiblesses en défense dans ses playoffs. Ok, parfois il en a peut-être un peu trop fait tout seul pour permettre à sa team de remonter comme elle était menée, comme on vient de le dire. Ça se voit dans les chiffres, qu'il joue beaucoup seul, parce qu'il y a 94% de ses paniers qui ne proviennent pas de passes décisives, donc qui ne sont pas assistés. Ça montre que lui, vraiment, c'est un joueur qui crée tout seul et qui joue pas sans le ballon. Et c'est vrai aussi, ses meilleures perfs statistiques, notamment au scoring, il les a faites lors des défaites. Ça, on peut le critiquer, mais non, en fait. On peut dire quoi ? Il score quasiment autant qu'Yanis, qui est le meilleur scoreur des playoffs, on l'a dit tout à l'heure, tout en s'étant qualifié, lui, en finale de conférence. En plus de ça, plus les playoffs avancent et plus il augmente son niveau de jeu, plus il prend d'expérience aussi, j'ai l'impression, parce que ça reste un jeune joueur qui engrange de l'expérience à vue d'œil et qui devient de plus en plus fort. C'est le catalyseur de l'une des teams du carré final de cette saison, ça a de la valeur. C'est celui par qui tout passe, qui fait la pluie et le beau temps à Dallas. Donc ouais, qu'est-ce qu'on peut dire ? Rien, Luka, c'est juste un génie du basket avec une capacité complètement insane à prendre les bonnes décisions de manière instantanée, qui fera tout à son avis pour essayer de faire step up l'équipe et de la faire gagner, qui a une confiance insolente en son jeu, peut-être pas encore assez tout le temps en ses coéquipiers, mais en tout cas en lui c'est complètement fou, et encore une fois dans ses playoffs il prouve ses immenses qualités, et c'est ce qui en fait lui aussi un candidat obvious pour le trophée de MVP de cette post-season, je pense. Notre 5e candidat pour la course au MVP des playoffs, comme vous le voyez sur le visuel, c'est Ja Morant. Je trouve que il a une situation un petit peu compliquée, en tout cas différente des autres candidats d'aujourd'hui, parce que c'est l'un des deux seuls à avoir été éliminé en play-off, et c'est le seul dont l'équipe n'est pas allée en 7 matchs. Et en plus de ça, lui, les matchs de la fin, il les a pas joués, il était blessé au genou, et il a manqué les 3 dernières rencontres des Grizzlies. Donc après, quand j'entends dire il a manqué trop de matchs parce qu'il a manqué 3 rencontres, moi ça me va pas, parce que Luka Doncic a manqué 3 matchs lui aussi, et ça dérange personne. Ce qui est plus embêtant, c'est que Morant, il a manqué des matchs beaucoup plus importants. Et j'avoue que ça peut être embêtant. Maintenant, quand j'entends parler de Ja Morant, des fois j'entends des dingueries quand même. Genre que les Grizzlies étaient meilleurs sans lui, tout ce genre de trucs. Et là, j'aimerais qu'on reste tranquille quand même. Il a manqué 3 matchs, et ça a causé 2 défaites. Il y a eu qu'une seule victoire, Donc peut-être en saison régulière ça a bien marché. Il y avait un bilan de 20 victoires pour 5 défaites, sans Ja Morant. Mais là ici on parle des playoffs, et en playoffs sans Ja Morant, c'est une victoire pour 2 défaites. C'est pas comme si les Grizzlies avaient tout gagné. Le match 4 que Memphis perd par exemple, alors que les Warriors se trouvent complètement, pour moi c'est une vraie faute des Grizzlies de pas avoir réussi à prendre ce match, et ça m'a inquiété, mais pas sûr que ça aurait été la même avec Ja Morant, ce match 4. Après, bien sûr, et c'est je crois ce qu'il dessert un petit peu dans les critiques, c'est qu'il a pas participé à l'énorme blowout du match 5, qui a vraiment été le match référence de Memphis dans cette post-season. Mais sur ce coup-là, quand même, l'ambiance était spéciale du côté des Grizzlies, parce que sans Morant, ils étaient à domicile, ils étaient motivés par l'enjeu, par le côté whoop that trick qu'on a parlé tout à l'heure avec Stephen Curry, et bien on a une équipe des Grizzlies, et ça fait partie de son ADN aussi, qui s'est vraiment soudés, des joueurs qui se sont alliés pour aller cueillir à froid les Warriors dès le début du match, leur mettre une grosse pression, et ils ont vite pris le contrôle du match en étant vraiment hallucinants ces Grizzlies. Et ça, c'est vrai que c'était sans Morant. Par contre,
Il faut se rendre compte aussi qu'ils n'ont pas, ils ont pas réussi à renouveler cet exploit par la suite. Je dis pas qu'avec Ja ça aurait été différent sur un match 6 à coup sûr, mais sait-on jamais, parce que lui aussi on le sait, à l'image de son équipe des Grizzlies, il est jamais aussi bon quand il est dos au mur. Son match 1 du deuxième tour par exemple, il rate 2 balles de match. La première fois il se fait contrer par Curry, la deuxième fois il bute un peu face à la défense de Klay Thompson. Moi, je trouve qu'il allait un peu trop sur son lay-up à gauche et qu'il insistait un petit peu sur cette action et que Curry et Klay Thompson l'avaient vraiment anticipé ça. Donc peut-être une erreur au premier match de Ja Morant dans le Money Time. N'empêche qu'au moins, il a pris ses responsabilités et c'est tout à son honneur. Mais le match suivant, c'est là qu'il a vraiment pris ses responsabilités et qui montre qu'il peut rebondir quand il échoue et c'est ça que j'adore chez Ja Morant. Là, sur ce match 2, il plante 47 points, il met les 14 derniers de son équipe, il va s'emparer de la win. Ça, c'est un joueur qui est méga clutch et qui sait endosser ses responsabilités et qui sait être présent quand il y a besoin de lui et qui assume en disant j'ai pas été bon au match 1, regardez, je mets 47 points au match 2 et je mets les 14 derniers points de ma team pour m'emparer de la victoire contre les Warriors. Donc tout ça c'est balèze. Si vous voulez un clutch player, le match de Ja Morant sur la durée et sur toute cette fin de match, c'en est un, vraiment. En fait ces 47 points c'est peut-être tout simplement la meilleure performance depuis le début de ces playoffs. Bon, ça aurait peut-être été mieux si ça avait été un match 7, mais si on isole l'importance du match, je pense que c'est quand même une énorme performance. Et après, même s'il y a eu une grosse défaite dans le match 3, quand il se blesse à la fin, mais quand il se blesse de toute façon, les Warriors avaient déjà gagné, c'est aussi parce que Golden State, dans ce match-là, ils étaient sur un nuage, ils mettaient tout de loin, et puis Morant, malgré le fait que Golden State soit si bon, encore une fois, il a tout donné, il a mis 34 points avant de se péter et de plus jamais rejouer de la série. Et puis en vrai, si on veut aller un petit peu plus loin, je suis un petit peu déçu que dans ces playoffs, il ait quasiment jamais pu jouer avec Steven Adams. Parce que Steven Adams, au premier tour, il avait beaucoup de mal à défendre sur Karl Anthony Towns, donc il est sorti de la rotation. Ensuite, il est rentré en protocole Covid, et c'est presque quand le Néo-Zélandais est revenu au deuxième tour et qu'il a eu un bon impact que Ja Morant lui est parti parce qu'il était blessé. Et je suis persuadé qu'un Ja Morant aurait pu être encore meilleur avec un Steven Adams parce que je trouve que la relation entre les deux est très bonne. Avec les écrans de Steven Adams, un Morant qui est si mobile et qui arrive à rentrer dans la peinture, je le trouve encore plus percutant. Donc encore plus dans une situation un peu win or go home, dans des matchs décisifs, j'aurais aimé que Morant soit pas blessé. J'aurais kiffé le voir dans un autre match éliminatoire où il est dos au mur, il a la pression, mais c'est comme ça, il s'est blessé et il faut le digérer, ça fait partie du jeu, ça fait partie des playoffs. Ça m'empêche pas de remarquer quand même tout ce qu'il a fait d'autre depuis le début de cette post-season que j'ai trouvé très fort. Il tourne à plus de 27 points par match, il a fait une perf énorme à 47 points dont on a parlé tout à l'heure, avec une présence géniale dans le Money Time, tout en étant, et ça c'est important, le meilleur passeur de ces playoffs dans toute la NBA, avec quasiment 10 passes décisives par match. Ça en fait quand même des cases qui sont cochées. Après je sais, il en a énervé certains par son insolence, parce que parfois il parlait trop, il chambrait trop, il dansait trop même, et se laissait peut-être un petit peu trop embarquer par la fougue de sa jeunesse, mais moi je le pardonne, c'est un jeune qui kiffe, il est là et il kiffe être là, et il prend son rôle à 100%, c'est un jeune insolent, et son rôle là, et ce costume là, il l'enfile bien. Moi je crois que tout ça, ça l'aide à se motiver encore plus, et ce qui m'a vraiment plu, c'est que quelle que soit la situation, au premier tour comme au deuxième tour, il a jamais rien lâché, et à part quand il s'est blessé, ses coéquipiers ont toujours pu compter sur lui. Et pour moi, ça c'est très valuable, et c'est pour toutes ces raisons que je le mets dans mes 6 candidats pour le MVP aujourd'hui. Et donc bien évidemment, mon 6e candidat, pas trop de suspense là non plus, c'est Jason Tatum. Et Tatum, si je suis honnête là aussi, il y a encore une petite semaine, une grosse semaine, j'avais pas forcément que du bon à dire sur lui. Je trouvais qu'il galérait un peu dans son début de série face aux Bucks, et qu'il avait du mal à s'imposer face à la défense incroyable de Wes Matthews, qu'il faut créditer parce qu'il faisait du bon taf sur le début de série. Le match 3 de Tatum à seulement 10 points à 4 sur 19, franchement il m'a choqué, je m'en rappelle encore. Mais depuis, il m'a bien fermé ma bouche, tout ça on en parlera après, parce qu'avant, je veux quand même évoquer son début de playoff, qui est quand même plutôt cool. Premier match face aux Nets, il met 31 points, et le game winner là, après son spin move de l'extrême. Le match 3, il plante 39 points, et avec un gros Jason Tatum, on a des Celtics qui sweep Brooklyn. Ça déjà, c'est un gros statement, un gros accomplissement, c'est pas rien du tout. Et surtout, après son match à 10 points, là où j'étais un petit peu critique en me disant, mince, un Tatum qui se fait bouffer par Wes Matthews, je trouve pas ça normal. Et c'est là, je dis qu'il m'a fermé ma bouche, il enchaîne 3 perfs à 30, 34 et 46 points. Celle à 46, là, c'était face à un Giannis à 44 au match 6, dans un match super important où il a remporté son duel face au Greek Freak, et c'était fou, c'était génial à voir, c'était une masterclass. Il nous fait 17 sur 32 au tir, il nous fait 7 sur 15 à 3 points. Tatum était juste sur une autre planète, il tentait des shoots qui avaient l'air difficiles pour le commun des mortels, mais qui pour lui semblaient tout simples. On avait un Tatum, il avait beau être défendu de près, il enchaînait les paniers comme des perles dans un match qui aurait
pu être synonyme d'élimination pour les Celtics. Faire une telle performance quand t'es dos au mur comme ça, vraiment j'ai adoré. Ses pull-ups, son jeu en isolation quand il est en confiance comme ça, c'est quelque chose de fou furieux quoi. Et ça, son match 6, c'était juste le summum de son début de playoff. Alors après, ok, son match 7, il est un cran en dessous, il est gêné par des fautes dans le troisième quart-temps notamment, mais il a quand même fait le taf. Il nous met 23 points à 7 sur 14 dans le match décisif, avec 5 sur 9 à 3 points, et des shoots importants aussi qui sont rentrés, l'adresse est présente, et même s'il a perdu 7 ballons dans le match 7, c'est pas ce que j'appellerais non plus un match complètement raté. Pour moi, le match complètement raté, c'était le match 3 à 10 points. Sur la série, les Bucks, en plus de ça, il faut le noter, ont fait un énorme boulot sur Jason Tatum. Leur but, c'était de l'empêcher d'avoir le ballon dans ses spots préférés. Ils défendaient fort sur lui, même quand il avait pas la balle, même loin du ballon, justement, parce qu'une fois qu'il a la balle, ils savent que ça devient compliqué. Et pourtant, malgré cette intensité face à lui, ses pourcentages sont restés très corrects et ses moyennes sont restées très correctes. Depuis le début des playoffs, il a plus de 28 points par match, rien que ça parle. Et pour un gars qui est autant harcelé par les défenses, j'ai trouvé il a jamais baissé les bras, il a jamais perdu confiance, il a continué à travailler, il a trouvé ses propres solutions et ça a fini par payer. Il est resté l'initiateur de jeu numéro 1 pour les Celtics, sans jamais se cacher derrière son petit doigt. Il a toujours assumé ses responsabilités, jusqu'à s'offrir une magnifique finale de conférence. Et à offrir aussi aux Celtics une magnifique finale de conférence. Il les a vraiment fatigués, les défenseurs adverses. Et en fin de série, ça s'est senti. Chapeau à lui. Wes Matthews, il y arrivait plus à défendre sur Tatum. Et lui, que j'avais trouvé si bon en début de série, Wes Matthews, il avait plus à rien faire. Il passait son temps à glisser. Je sais pas s'il avait un problème de chaussures, mais il arrivait plus du tout à défendre sur Tatum. Et je pense qu'il était épuisé. Faut aussi que je parle de sa défense à Tatum, parce que on le disait tout à l'heure, pour être un MVP, il faut peut-être être efficace des deux côtés du terrain, et c'est vrai qu'à Boston, c'est pas forcément le défenseur le plus en vue. Mais n'empêche, je trouve qu'il est très utile, notamment dans sa défense en aide, que je trouve toujours bien senti, il arrive souvent au bon moment, et même s'il fait pas l'action ou le contre décisif, il est souvent bien placé. Et même si c'est pas le défenseur numéro 1 des Celtics, on a des Smart, des Horford, etc. qui font beaucoup de taf, mais je trouve qu'il apporte sa pierre, et il permet aux Celtics d'exceller autant dans le secteur défensif. Il se mue bien dans ce collectif défensif de Boston. Donc voilà, maintenant, c'est ce que je voulais dire, c'est pas non plus un défenseur élite de chez élite, ça reste un très bon défenseur, et bien sûr c'est en attaque qui brille le plus. Tatum c'est juste le méga leader de cette équipe de Boston, et même s'il est super bien entouré, avec des joueurs super intelligents, qui créent une super alchimie, gros big up aussi à Ime Udoka d'avoir su créer ça pour sa première année. Il faut donner beaucoup de crédit à ses coéquipiers, beaucoup de crédit au coach, beaucoup de crédit au collectif, mais peu importe, Jason Tatum c'est la pierre angulaire, la pièce indispensable de cette équipe de Boston, et c'était bien évidemment impossible de ne pas le mettre parmi mes 6 candidats au MVP aujourd'hui. Épilogue. Et allez, on va se faire le bilan de ce live justement, et on va parler du top 6, et on commence justement par le numéro 6, et ça me surprend pas. Donc là, je vais être complètement honnête, jusqu'à son match 7, j'avais prévu de mettre Devin Booker dans mon top 6, et j'ai eu des difficultés parce que trop déçu par Phoenix, qui a eu le meilleur bilan de la saison, et un Devin Booker qui rate complètement, comme tous les joueurs des Suns, il est pas le seul, mais qui rate complètement son dernier match, et pourtant, il y avait pas non plus énormément de choses à lui reprocher depuis son début de playoff, malgré quelques crises d'adresse. Son match 6 était pas fou non plus, faut le dire au niveau de l'adresse, mais voilà, j'avais quand même mis Booker devant Morant, mais voilà, j'ai changé au dernier moment, j'ai préféré mettre Morant, qui pour moi méritait plus, malgré sa blessure et malgré son premier tour un petit peu plus complexe. Ça se discute, vraiment ça se discute. Si vous voulez mettre Booker devant Morant, moi ça me dérange pas. J'ai juste décidé de faire ce choix au dernier moment à cause de ce match 7. Je crois que j'ai eu du mal à digérer. Et en tout cas, Morant, je m'y attendais et je pense que Booker, ça aurait été la même chose. Il arrive 6ème avec 28% des votes. Enfin, 28% d'entre vous qui pensent qu'il mérite d'être candidat pour le MVP. Et je suis pas sûr que Booker aurait eu beaucoup plus. Ça aurait été à voir, mais voilà. En tout cas, moi j'ai décidé Morant. Donc il arrive numéro 6 de ce classement. En numéro 5, nous voilà avec Stephen Curry, avec 48% de oui pour lui, parmi les candidats au MVP. Vous attendez qu'il monte en puissance, ça je le comprends aussi. Vous attendez de voir ce que ça va donner face à Dallas, je comprends aussi. Pour l'instant, il n'a pas eu à forcer. Il va voir ce que ça donne quand il va devoir forcer aussi. Et donc pour l'instant, il est peut-être pas encore à son meilleur niveau. Et il a de la concurrence, donc je comprends lui aussi qu'il arrive en numéro 5. En numéro 4, vous avez mis Giannis, qui, c'est dommage, je pense, il serait passé, où il aurait mis les shoots, les petits lay-ups qu'il met au match 7, il aurait limite été premier indiscutable. Mais forcément, il paye la défaite, et c'est normal, il y
y a beaucoup plus de place pour les winners que pour les perdants dans un trophée de MVP des playoffs. Et ça il le paye cher parce que du coup, avec cette défaite, il arrive même pas sur le podium. Il est en numéro 4, Giannis Antetokounmpo, avec 73% d'entre vous qui pensent qu'il mérite d'être parmi les candidats. Maintenant, voilà, il a perdu, mais faut pas oublier qu'il a porté cette équipe des Bucks du début à la fin, qu'il est arrivé fatigué, c'est sûr, qu'il a raté des shoots, c'est sûr, mais qu'il nous fait quand même un match 7 à 25 points, 20 rebonds, 9 passes. C'est un truc de grand malade, même à 10 sur 26 au tir. Je suis persuadé, alors c'est peut-être moi qui hallucine, hein, mais je suis persuadé qu'avec des stats comme ça, 31,7 points meilleur marqueur, 14,2 rebonds, deuxième meilleur rebondeur, mais aussi quasiment 7 passes et des pourcentages de dingue, enfin des pourcentages globaux de dingue, parce qu'à 3 points lancés, c'est pas non plus super ça, mais aussi une présence en défense à 1,3 contre. Il est partout ce mec, je suis persuadé qu'il aurait été qualifié, il aurait fini numéro 1. Sauf que c'est pas le cas, c'est le jeu, il a pas été qualifié, il n'arrive pas sur le podium, c'est donc une 4ème place pour Giannis Antetokounmpo. Le numéro 3, c'est Jason Tatum. Et lui, je l'attendais peut-être un peu plus haut, mais vous avez décidé de le mettre en 3 parce que il a un petit peu galéré au début face aux Bucks, et puis parce que sûrement vous avez surtout préféré les concurrents. Et peut-être qu'il est un peu moins aimé. J'ai l'impression que dans le chat vous êtes certains à pas trop aimer Tatum. Mais peu importe. Moi ce que je retiendrai surtout, c'est qu'on va pas dire c'est une déception. Après c'est sûr, tourner à 43,8%, c'est pas la folie. Et il nous a fait quelques matchs où il était pas forcément très adroit au tir. Maintenant, il nous fait un match 6 de fou furieux, une des plus belles perfs du début de ses playoffs. Il nous fait un premier tour de dingue, hein. C'est le gros responsable de la qualification et du sweep face aux Nets. Mais aussi, enfin voilà, peut-être que vous le trouvez super bien entouré et que ça vous a aidé par rapport au numéro 1 et au numéro 2, qui ont fait beaucoup plus de choses tout seuls et qui ont surtout compté sur eux-mêmes. Non, j'exagère parce que c'est pas vraiment le cas, mais qui ont beaucoup compté sur eux-mêmes, pas surtout, mais beaucoup compté sur eux-mêmes, peut-être un peu plus que Tatum, pour se qualifier plus haut. Donc Tatum arrive sur le podium quand même, je l'imaginais peut-être un poil plus haut, mais je trouve que vos arguments se défendent, il finit à la 3ème place d'aujourd'hui. Le numéro 2, c'est Jimmy Butler. Et là, forcément, Jimmy Butler, il est exceptionnel aussi, et je comprends que vous le mettiez devant Tatum, beaucoup plus d'impact des deux côtés du terrain. Là où il aurait pu payer, c'est le fait qu'il ait eu potentiellement un parcours plus facile. Mais comme je disais tout à l'heure, il le mérite son parcours facile avec le 8 qui finit premier de la conférence Est. C'est normal que tu t'ouvres un parcours comme ça. Et puis voilà, présent des deux côtés du terrain, une beauté aussi à avoir joué, des choix super justes. Je vais pas redonner toutes les qualités que j'ai données tout à l'heure. Lui, il tire à 52,5%, c'est un monstre en défense, meilleur intercepteur de ses playoffs. Let's go, moi Jimmy Butler, c'est peut-être le joueur qui me fait le plus kiffer de ses playoffs, et il arrive en numéro 2. Et par contre, en numéro 1, du coup, vous nous avez mis Magic Luka Doncic, mais lui effectivement aussi, hein, il est sur un nuage, 31,5 points par match, deuxième meilleur scoreur des playoffs derrière Giannis Antetokounmpo, il tourne à plus de 10 rebonds, il porte son équipe sur ses épaules, et surtout, et je pense que c'est aussi ça qui vous a fait le mettre, il a fait un match 7, en tout cas une première mi-temps du match 7, parce qu'il a même pas eu besoin de jouer en deuxième mi-temps, exceptionnel, où il met 27 points, autant que toute l'équipe des Suns, et même si ça lui est arrivé d'être en difficulté en défense, Dallas a trouvé des solutions, Dallas a réussi à le cacher, donc on peut plus trop le pénaliser pour ça, Luka. Et au final, c'est lui, hein, le principal responsable de la qualification de Dallas en play-off, et je pense que si vous l'avez mis numéro 1, et pour moi c'est un argument qui se tient tout à fait, c'est réussir en étant exceptionnel à battre les Suns dans un match 7 à domicile et en plus de ça en mode blowout sans qu'ils voient le jour, forcément c'est un vrai point, un vrai argument pour l'élire MVP. Donc c'est officiel, votre MVP des playoffs 2022, en tout cas à la fin de 2 tours, mais on pourra dire que c'est officiel parce qu'après il y en aura d'autres qui auront des récompenses, il y aura les MVP de chaque conférence, il y aura le MVP des finales, donc moi j'ai envie qu'on donne de la valeur à ce trophée au bout de 2 tours, donc le MVP de ces 2 premiers tours, j'y tiens, ce sera Luka Doncic. Félicitations à vous et merci pour vos votes. Voilà pour ce qui est du MVP des playoffs 2022, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Ça vous a plu? Vous êtes d'accord avec la commu? C'est qui votre MVP à vous pour ce début de playoff? Mettez-moi son nom dans les commentaires, j'ai envie de savoir. Je vous le rappelle aussi, pour vous faire kiffer, mais aussi faire kiffer mes projets en les soutenant, c'est sur Derby Ball que vous pouvez aller, en chopant des t-shirts et tout plein de fringues vraiment cool. Il y aura toutes les infos dans la description pour choper le code promo et avoir 10% de réduction, donc clairement ce serait bête de vous priver. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans cette vidéo, c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube. Et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee, ça apporte une force exceptionnelle. Donc s'il vous plaît, n'arrêtez jamais, c'est en grande partie grâce à vous que mes projets tiennent encore la route. Et si vous voulez les rejoindre, il y aura tout en escroc là encore. Merci encore énormément pour tout ce soutien essentiel. À très vite.
Вот. Так, продолжайте. Ну как, стали клуб решать? Отлично.